Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe, et Lavio. le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Donc, bonjour les passionnés. Aujourd'hui, on fait une prise 2 d'un podcast qu'on avait enregistré il y a plusieurs semaines. Et malheureusement, les défis techniques, ça arrive là, avec la technologie. Puis le son était vraiment pas bon. Donc, on a décidé de faire une prise 2. Fait qu'on accueille pour une deuxième fois Jean-Philippe pour ce podcast-là sur la météo. Je vais te laisser le soin de te présenter là, à notre gang d'auditeurs. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Philippe Bégin. Je suis météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changement climatique Canada. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un météorologue de sensibilisation par rapport à un météorologue normal? J'ai fait des opérations pendant longtemps, donc à ce moment-là, on peut dire un météorologue plutôt ordinaire, si on veut, la personne qui est derrière la caméra. Et là, j'ai développé le volet communication. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je suis avec vous, pour vous parler de météo, mais aussi communication, oui, avec les médias, mais aussi avec nos partenaires, parce qu'on a une relation assez étroite avec la direction d'expertise hydrique du gouvernement du Québec, donc les hydrologues du gouvernement du Québec, mais aussi le Centre des opérations gouvernementales, donc bref, tous les organismes de mesures d'urgence qui vont venir limiter les impacts de la météo. Donc, tout ce qui se fait, dans le fond, là, avec le gouvernement pour limiter les impacts en temps de météo active, là, que ce soit d'orages violents, de tempêtes de neige, d'inondations au printemps, bref, puis même aussi les conditions routières, donc bref, avec le ministère des Transports. Donc bref, tout le travail qui se fait en arrière avec le gouvernement pour faire en sorte que les impacts sont limités là, pour la population. Très cool. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça comme métier? Moi, c'est un parcours assez particulier. Je pense que je suis choyé. En fait, c'est une passion que j'ai depuis aussi loin que je me souvienne. Donc, j'ai juste eu à savoir en fait, je savais que je voulais être météorologue. J'étais comme en deuxième ou troisième année du primaire. Je me rappelle que quand j'étais encore plus jeune, là, j'ai voulu comme imiter mon père est ingénieur. Mon père est ingénieur, mais tu sais, à partir du moment que j'ai pu commencer à réfléchir par moi-même, en tout cas, assez rapidement, là, si ce n'est pas deuxième année, c'est troisième année du primaire, je savais déjà que je voulais devenir météorologue. Donc, les cours d'éducation, choix de carrière au secondaire, j'avais regardé météorologue, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis voici le chemin, j'ai pris le chemin le plus court. Donc, c'est particulier, là, c'est pas tout le monde. Mes collègues, en fait, souvent, il y en a qui ont eu des études en mathématiques, en physique, puis là, c'est quoi les débouchés? Puis là, finalement, peut-être la météo. Je vais me lancer là-dedans. J'aime la physique, les mathématiques, donc pourquoi pas? Mais ce n'est pas mon cas. Moi, c'est une passion là, que j'ai développée très jeune. Il y avait des orages, j'avais la face dans la fenêtre. J'étais fasciné, les tempêtes de neige aussi l'hiver. Bref, toute météo extrême me passionnait déjà. Donc, ça a été pour moi naturel, finalement, de devenir météorologue. Puis, dans le fond, là, je fais ma passion et mon travail, c'est ma passion. Donc, c'est génial, en fait. Écoute, c'est vraiment cool d'entendre ça parce que tu n'entends pas ça souvent que comme des jeunes d'enfants qui sont de devenir météorologues. Là. Fait que, je trouve ça vraiment surtout cool. Que j'avais pas nécessairement de modèle particulier. Tu sais, des fois, les enfants, ça veut imiter, comme je le disais, je voulais imiter mon père ou en tout cas, du moins, j'avais ce modèle-là. Mais là, j'avais personne dans mon entourage qui était météorologue. Donc, j'ai vraiment développé ça par moi-même. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'a été enseigné ou du moins, j'ai pas été influencé vraiment par mon entourage. Donc, ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai développé ça tout seul. C'est vraiment cool. Puis c'est sûr que aujourd'hui, nous, on veut comme mixer cette passion-là avec la randonnée, parce que la météo, c'est vraiment une chose importante en rando. Fait que la première question qu'on avait, c'est comment que l'altitude, ça affecte la météo? Tu sais, plus que tu montes haut en montagne, plus que souvent ça varie, ça change. Oui, en fait, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord,
l'altitude, ça vient jouer avec la température moyenne. Il y aura toujours des exceptions où parfois même il peut faire plus chaud au sommet d'une montagne qu'à la base, mais c'est plutôt rare. C'est donc très momentané tout ça. Donc, en altitude, donc en moyenne, on perd 6,5 degrés de température moyenne par kilomètre. Donc, si on donne un exemple, je vais donner l'exemple du mont Sutton parce que j'aime bien aller skier là-bas. La base de la montagne est à 400 mètres d'altitude. Montréal, on est à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais le sommet de Sutton est à près de 900 mètres. On va à 950, 960 mètres. On va dire 1000 mètres, disons, pour faire un chiffron. Puis disons que Montréal est à 0 mètre. Bien, au sommet du mont Sutton, il fait en moyenne 6,5 degrés plus froid qu'à Montréal, à on s'entend là, quelques centièmes près, juste si on veut faire les choses simples. Donc, c'est juste pour donner une idée. Puis la raison, en fait, pourquoi il fait plus froid en altitude, c'est que l'air est raréfié là-bas. Raréfié, on s'entend. Là. Pas à 1000 mètres d'altitude, c'est pas le mont Everest. Mais quand même, il faut comprendre que, dans le fond, ce qui fait qu'on a la température qu'on a, c'est sur la Terre, c'est le soleil qui nous réchauffe. Donc, le soleil, en fait, la radiation solaire passe à travers l'atmosphère en grande partie. En fait, une partie va être absorbée par l'atmosphère, c'est environ 33 %. Puis 66 % va traverser l'atmosphère là, de façon transparente et va être absorbée par la surface. Puis, la façon dont la chaleur est transmise dans l'atmosphère, c'est par convection. Donc là, il y a des bulles d'air qui vont se former en surface, qui vont monter en altitude, mais en montant, l'air se retrouve dans un environnement où la pression diminue. Puis là, c'est là où je pourrais vous parler de physique puis rentrer dans les détails, mais si la pression diminue, le volume doit augmenter. Donc, si on doit penser à, disons, à une canette qui est sous pression, une canette d'air sous pression, lorsqu'on libère finalement l'air, l'air est très froid. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais on sent que c'est beaucoup plus froid. C'est qu'en fait, sous pression, la canette est à 22 degrés, température pièce. Mais quand on libère cette pression-là, donc le volume augmente tout d'un coup, ça fait diminuer la température. Donc, il faut comprendre que cette relation-là, elle est de plus en plus vraie, si on veut, entre parenthèses, plus on est en altitude parce que la Terre attire ses molécules près de sa surface. Puis plus on est en altitude, on pense au mont Everest, plus l'air est raréfié. Et plus cette bulle d'air-là qui monte va se retrouver dans un environnement où la pression chute de plus en plus rapidement parce que c'est une relation qui est exponentielle. Donc, tout ça pour dire qu'on perd 6,5 degrés de température moyenne par kilomètre. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Plus on fait une randonnée où la montagne est en altitude, plus il faut être préparé à avoir des variations de température aussi un peu plus extrêmes, donc entre le jour et la nuit, et des températures plus froides. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en considération. Aussi, en fait, les montagnes, en fait, viennent jouer un rôle aussi pour générer des précipitations ou diminuer finalement les précipitations, dépendamment de quel côté on se retrouve par rapport au vent. Donc, je donne un exemple, encore là, le mont Sutton, si je peux donner cet exemple-là, mais ça peut être aussi les Rocheuses, peu importe, les Appalaches. Mais bref, le mont Sutton fait face au nord-ouest. Donc, par vent nord-ouest, les vents vont être forcés de s'élever contre le flanc de la montagne. En s'élevant, la température diminue, comme je viens de vous expliquer, et tout ça, ça génère des précipitations. Quand l'air est suffisamment saturé, là, on peut venir augmenter des précipitations sur la montagne par vent nord-ouest ou vent secteur ouest-nord-ouest. On peut venir augmenter les précipitations. Par contre, par vent sud-est, on a l'effet inverse. On a des vents qui vont venir descendre, donc un mouvement de ce qu'on appelle de subsidence, là, donc des vents qui vont être descendants. Et là, l'air va se réchauffer. Puis en se réchauffant, on supprime finalement la possibilité de générer des précipitations. Donc, c'est un peu le Chinook aussi en Alberta, donc pour ceux qui connaissent le mot. Donc, c'est des vents qui vont venir réchauffer et supprimer les précipitations du côté est des Rocheuses par vent d'ouest. Donc, tout ça pour dire que, dépendamment de la direction des vents, on peut venir soit augmenter les précipitations ou les diminuer ou les supprimer. Donc ça, les montagnes vont venir jouer un rôle, donc l'altitude vient jouer un rôle à ce niveau-là également.
Ça fait comme des places comme, mettons, le Mont Washington, là, qui disent que c'est la région où les températures changent le plus rapidement. Tout ça, dans le fond, c'est causé à cause des formations montagneuses autour, dans le fond. Bien oui, puis aussi la direction des vents. Parce que on peut soit se retrouver un changement de direction de vent, donc du tout au tout, là, disons, si je donne l'exemple encore là, du Mont Sutton, mais peu importe, la montagne, c'est que si on a des vents du nord-ouest, on va venir forcer l'air à s'élever. L'air en s'élevant, la température va diminuer. Donc, on se retrouve dans un environnement qui est plus frais par rapport aux régions environnantes. Et en plus, on peut générer, selon la situation, des précipitations. Par contre, si les vents changent, en fait, souvent, ça va plus être sud-est à nord-ouest. Donc, on passe de sud-est au départ. Donc, on peut venir augmenter les précipitations de façon les températures, pardon, supprimer les précipitations de façon localisée dans le pourtour de la montagne. Mais si on a un brusque changement de vent, bien là, en fait, on peut se retrouver en situation inverse. Donc oui, puis là, plus la montagne est élevée, comme le Mont Washington, plus cet effet-là est grand. Et en plus, on peut avoir aussi des systèmes qui amènent des températures plus ou moins douces et froides aussi là, dans tout ça. Mais tout ça pour dire que plus on va venir faire une randonnée en montagne, plus la montagne est élevée, plus il faut s'attendre à un environnement extrême et à un changement drastique là, aussi, potentiellement plus extrême aussi, là, donc d'un extrême à l'autre. Donc, il peut le faire très chaud et très froid dans la même journée. Donc, on va vraiment parler en montagne, dans le fond, l'élément clé, bon, oui, on comprend qu'il fait plus froid en montant, mais l'élément clé pour les changements qui sont rapides de température, ça va être relié au vent. Là. Bien, oui, parce que veut pas, en fait, que ce soit les vents par rapport au microclimat local, comme je viens d'expliquer, mais c'est aussi qu'on peut amener aussi ces vents-là, en fait, peuvent déplacer aussi quand même une masse d'air qui est plus froide en provenance du nord-ouest, donc la baie d'Hudson, le nord du Canada, l'Arctique. Et inversement aussi, on part vent sud-est, là, dans le cas encore une fois de Sutton, avec une masse d'air qui est en provenance soit du golfe du Mexique, qui s'est aussi là, en fait modifié là, sur la côte est américaine. Donc bref, on peut venir selon la région source finalement des masses d'air avec des bons vents, venir augmenter, diminuer la température aussi, ce qu'on appelle l'advection. Donc, c'est un terme un peu plus technique, mais l'advection, donc c'est comme la translation, si on veut, on déplace une masse d'air qui est plus froide d'un endroit à un autre. C'est ce qu'on appelle l'advection. Mais c'est un terme juste pour mentionner que, dans le fond, on déplace une masse d'air, que ce soit froide ou chaude, sur une autre région. OK. On va parler à cette heure de quelque chose que je te dirais qui est beaucoup discuté et beaucoup considéré lors des randos. On parlait du fameux facteur vent puis du fameux facteur humidex. À quel point ça, c'est important à considérer justement lors d'une rando, que ce soit en montagne ou pas. Là, pourquoi il faut vraiment prendre ça en considération? Là? C'est quoi l'importance de ces deux fameux facteurs-là? Bien, ça nous donne une idée de la température ressentie finalement par le corps humain. Évidemment, ce n'est pas une température réelle, il n'y a pas de symbole de degrés Celsius à une température ressentie, que ce soit le facteur de refroidissement éolien ou l'humidex. Donc, il n'y a pas de température, c'est pas tangible, mais ça donne une idée de comment se vêtir finalement. Donc, le facteur vent, qu'est-ce que c'est? Ultimement, dans le fond, qu'est-ce que vient faire le vent sur le corps humain? Dans le fond, c'est que ça vient faire atteindre la température de l'air plus rapidement à n'importe quel corps. Donc, bref, si je donne un exemple, que ce soit le corps humain, mais même une voiture, disons. Donc, on a fait un voyage en voiture, le moteur est chaud. S'il fait, disons, moins 20, refroidissement éolien, moins 30, moins 35, c'est que votre voiture va se refroidir plus rapidement, mais elle va atteindre plus rapidement la température de moins 20. Mais le corps humain, lui, doit se combattre et toujours générer cette chaleur-là. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'à la surface de notre peau, il y a une mince pellicule d'air réchauffée par notre corps qui vient se former.
s'il n'y a pas de vent, cette mince pellicule d'air-là va rester en place plus longtemps. Par contre, si on vient la chasser constamment, bien, on doit se battre constamment pour réchauffer cette pellicule d'air-là, qui est à 37 degrés, là, la température du corps humain. Donc, ça vient créer comme un film d'air, une bulle d'air, un film partout à la surface de notre corps qui nous protège finalement des variations de température. Si il vente très fort, bien, cette mince pellicule d'air-là, elle est chassée constamment. Donc, on doit constamment réchauffer à nouveau cette pellicule d'air-là pour atteindre 37 degrés. Donc, on se bat finalement à réchauffer cette pellicule d'air-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit il fait moins 20, refroidissement éolien, moins 35, c'est que notre corps va perdre sa chaleur, donc notre corps qui est exposé directement à l'air. Donc, disons, en fait, ça a été créé avec la température du visage, avec la peau du visage. Donc, cet indice-là en soufflerie, avec des essais en soufflerie et tout, parce que, bon, notre visage est en partie constamment exposé, sauf si on a une cagoule et tout, est exposé au vent en permanence, là, en hiver ou la plupart du temps du moins. Donc, ce qui arrive, c'est que s'il fait moins 20, refroidissement éolien, moins 35, c'est que notre peau va perdre sa chaleur aussi rapidement par temps venteux, le moins 20, refroidissement éolien, moins 35, que s'il faisait moins 35, mais pas de vent. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, ça nous aide finalement à déterminer comment s'habiller et aussi comment prévoir peut-être des chauffe-mains, des chauffe-orteils, des choses comme ça. Donc, peut-être apporter du matériel supplémentaire pour être certain là, de ne pas avoir des morceaux qui gèlent, que ce soit les doigts, les orteils. Bon, c'est les morceaux qui gèlent en premier, le nez aussi, les oreilles. Donc, bref, être certain là, de ne pas avoir d'engelure. Et l'humidex, c'est en fait un autre processus complètement. C'est que le corps humain va venir se refroidir par évaporation. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, bon, je vais y aller par la base, il y a 3 états finalement à l'eau, donc à la matière finalement, donc solide, liquide et gazeux. Il faut fournir de l'énergie à un liquide, tout le monde connaît ça, il faut fournir de l'énergie à un liquide quand on fait bouillir de l'eau. Il faut fournir de l'énergie à un liquide pour le passer de l'état solide, liquide, à vapeur. Donc, quand on a de l'eau à la surface de notre peau, il y en a une partie qui vient s'évaporer. Comment qu'elle a pu s'évaporer, cette eau-là, sans atteindre 100 degrés Celsius? C'est avec la chaleur de notre peau, c'est avec la chaleur de notre corps, finalement. Donc, c'est pour ça que quand on sort d'une piscine, puis que c'est sec à l'extérieur, on va avoir une sensation de froid qui est accrue. C'est d'ailleurs pour ça aussi que si on tombe dans un lac l'hiver, il faut se dévêtir le plus rapidement possible parce que nos vêtements mouillés vont venir faire en sorte qu'on va se battre à faire évaporer toute cette eau-là avant que l'on puisse garder notre chaleur. Donc, ultimement, l'eau va venir nous voler de l'énergie, donc pour s'évaporer. Donc, c'est le mécanisme, en fait, c'est pour ça qu'on sue finalement. Donc, c'est le mécanisme que le corps humain a pour se refroidir. Donc, on vient générer de la sueur à la surface de notre peau. Cette sueur-là s'évapore avec notre chaleur. Donc, ça vient faire diminuer notre température. Donc, c'est comme ça qu'on régule notre température. Là, par contre, il faut comprendre que le processus d'évaporation va être plus ou moins facile ou rapide, dépendamment du contenu en humidité dans l'air. Donc, c'est là où intervient l'humidité relative, mais aussi, dans le fond, combien d'humidité peut être contenue dans l'air. Donc là, je donne un exemple, c'est très humide, c'est un temps caniculaire, il fait 35 degrés, humidex 42. Donc, on est en plein mois de juillet. Donc, c'est très lourd, c'est très humide. En fait, c'est déjà l'air est presque saturé en humidité. Donc, l'eau qui est à la surface de notre peau ne va pas chercher à s'évaporer facilement, ne va pas chercher à s'évaporer rapidement. Donc, on sort de l'eau, on ne ressent pas trop cette sensation de froid-là. Donc, c'est pour ça que quand on va au glissade d'eau, qu'on va à la plage, puis que c'est très humide à l'extérieur, on sort de l'eau,
c'est pas si pire. On ne ressent pas le besoin d'aller se sécher rapidement. Par contre, quand c'est très sec, c'est là où on ressent ce froid-là mordant en sortant de l'eau. Donc, c'est directement relié, dans le fond, à quelle quantité d'humidité est déjà contenue dans l'air. Est-ce que l'air est déjà presque saturé ou non? Si l'air est déjà presque saturé, ben, l'eau ne va pas chercher la sueur à la surface de notre peau, ou bref, l'eau en sortant d'une piscine ne va pas chercher à s'évaporer rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a une sensation de chaleur accrue. Donc, c'est là où on parle d'humidex. Puis encore là, si on dit, admettons, il fait 30, humidex 40, c'est que notre corps, dans le fond, aura autant de difficulté à se refroidir comme s'il faisait 40 degrés Celsius, mais il fait 30 au thermomètre. Mais c'est une température ressentie, donc c'est comme s'il faisait 40, mais sec finalement à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Encore là, ça donne juste une idée de est-ce que je vais avoir froid en sortant de l'eau, mais aussi est-ce que dans le fond, ça va être lourd, collant, humide? Est-ce que je vais avoir de la difficulté à me refroidir finalement? Donc, est-ce que je vais aller faire un jogging finalement en plein milieu de l'après-midi si on a une humidex de 40, 45? C'est peut-être pas vraiment une bonne idée, ou du moins, il faut comprendre qu'il faut écouter les premiers signes de coup de chaleur à ce moment-là, parce que, ou sinon, si on est en randonnée, en fait, c'est que notre corps va avoir de la difficulté à se refroidir, donc il faut être conscient de ça, ce qui va venir faire en sorte que si on commence à ressentir une fatigue due à la chaleur, bien, il faut trouver des moyens de se refroidir finalement. On ne peut pas compter finalement sur l'évaporation de notre sueur pour venir nous refroidir facilement ou aussi facilement que par temps plus sec. Donc, c'est juste dans le fond une indication dans les deux cas pour mieux se vêtir ou dans le fond mieux se protéger de la situation. Un, bon, des engelures pour le refroidissement éolien, puis deux, de coups de chaleur lorsqu'on parle de l'humidex. Ouais, c'est plus. Avec le facteur vent, c'est comment je pourrais dire, on peut venir quand même, je dirais, couper cet effet-là avec un bon coup de vent et tout ça. Mais par contre, quand on parle de l'humidex, c'est un peu plus difficile. Quand on est rendu en short ou en t-shirt, on va pas vraiment randonner. On peut plus en enlever. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que quand il y a des belles petites rivières, des belles petites chutes, des beaux petits plans d'eau, on va essayer de se refroidir, de se rafraîchir, boire beaucoup et tout ça. Exactement. Donc, c'est ça. L'hiver, on peut toujours ajouter une couche, puis avoir des vêtements qui respirent, donc laisser passer finalement notre transpiration, avoir des coupes-vents, mettre une cagoule, avoir des chauffe-mains, chauffe-orteils, bref, on peut toujours venir pallier finalement au froid. C'est sûr que l'humidex affecte tout le monde. Puis aussi, bon, je dirais les gens qui font de l'asthme, les personnes âgées, les jeunes enfants sont beaucoup plus affectés par la chaleur et par le froid d'ailleurs aussi, donc un peu plus vulnérables. Donc, il faut comprendre aussi notre vulnérabilité par rapport à la chaleur. Donc, les gens qui ont des difficultés respiratoires sont beaucoup plus vulnérables à la chaleur, les personnes âgées, les jeunes enfants également. Ouais, je trouve ça fascinant. Puis, dans le fond, c'est une façon de simplifier ça pour monsieur et madame tout le monde, parce que là, vous comprenez, dans le fond, le raisonnement scientifique derrière. Mais lorsqu'on vous fait juste donner une température, on a juste besoin de se fier à ça. T'sais. Donc, il fait moins 20, refroidissement éolien, moins 35, ça veut dire c'est comme s'il faisait moins 35, mais pas de vent. Alors que si on donne le parallèle pour l'humidex, bien, s'il fait 30 degrés, humidex 40, c'est comme si notre corps va avoir la même difficulté à se refroidir que s'il faisait 40 degrés, mais en étant sec, finalement, à ce moment-là. C'est ça. Puis nous, ça nous aide beaucoup à bien préparer l'équipement qu'on va prendre pour partir en randonnée après ça, là, dans le fond. Exactement. Cool. Puis là, une fois qu'on est rendu comme dans la nature, en montagne et tout, y a-t-il des signes particuliers qu'il faudrait faire attention en général, tu sais, les changements de direction de vent, les nuages, des choses pour être sûr qu'on soit en sécurité, puis que des fois faire comme attends un peu ce signe-là, faudrait peut-être que je vais de bord finalement. Oui, bien, en fait, là, ça, c'est vraiment selon la situation. Bon, je vais penser à un cas un peu classique là, d'un orage violent qui pourrait s'amener là, sur votre région en temps de randonnée.
c'est sûr que, dépendamment de la visibilité qu'on a sur le ciel, dans le sens que quand on est entouré d'une forêt, même en randonnée, on n'a pas toujours une vue panoramique de la situation. Mais je vous dirais, si vous voyez des nuages à développement vertical, donc des nuages bourgeonnants, donc déjà là, vous comprenez, d'ailleurs, en fait, première chose, je vous dirais, dès que vous avez du réseau, si vous pouvez savoir s'il y a déjà une veille d'orage violent pour votre secteur, vous pouvez savoir donc les veilles d'orage violent émises par Environnement et Changement climatique Canada. Donc, ce que ça veut dire une veille, tout d'abord, en fait, je pense que je vais y aller de cette façon-là. Donc, dès que vous avez du réseau, donc pour prévoir en conséquence, déjà à savoir si les éléments sont en place, le potentiel, est-ce que le potentiel est là finalement d'avoir des orages violents? Donc, la veille d'une journée ou le matin même, donc d'une journée d'orage, ou d'orage violent, là, parce qu'en fait, des orages comme ce qu'on appelle ordinaires, on ne va pas nécessairement émettre des veilles. Qu'est-ce qu'une veille, tout d'abord, en fait? Une veille, ce n'est pas un avertissement, c'est juste pour dire qu'il y a un potentiel. On pourrait carrément remplacer le mot veille par potentiel. D'ailleurs, c'est une de mes suggestions, donc un jour peut-être. Mais à mon avis, je pense que le mot potentiel serait mieux compris. Donc, on pourrait carrément le lire de cette façon-là. Donc, Environnement Canada a émis un potentiel d'orage violent pour cet après-midi. Déjà là, je pense que ça serait beaucoup plus clair pour monsieur, madame, tout le monde qu'une veille. Mais bref, c'est un synonyme dans notre jargon à nous. Donc, voilà. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un potentiel de développement d'orage violent. Donc, déjà là, si vous savez ça à l'avance, bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours du réseau en randonnée, mais on peut l'avoir là, des fois. Donc, à ce moment-là, vous savez qu'il y a un potentiel d'orage violent pour la période déterminée là, dans la veille. Donc, déjà là, ça vous donne une indication. Ensuite, si vous voyez des nuages à développement vertical, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est vraiment des nuages qui bourgeonnent. Donc, mais pas juste, c'est pas juste des petits cumulus là, de la ouate. Là, ça bourgeonne, puis on peut voir vraiment une extension verticale. Donc là, ça vous donne une idée du processus qu'il y a dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a un mouvement ascendant très fort pour venir générer finalement ces nuages-là à développement vertical. Donc ça veut dire que, en fait, déjà là, ça sonne une puce à l'oreille. Aussi, souvent, c'est qu'il va y avoir des vents de direction variable ou pas trop forts. Et si là, les vents, effectivement, changent de direction brusquement et on a un vent qui est plus frais. Donc, un changement de température et en fait, changement dans la vélocité des vents, donc des vents qui augmentent et changement de direction des vents brusques et un ciel qui s'assombrit. Donc, déjà là, on fait 1 plus 1. Bon, souvent aussi, dans ces cas-là, on va entendre le tonnerre. Donc, déjà là, la règle du pouce, oui, c'est si on entend le tonnerre, c'est qu'on est suffisamment proche d'un orage pour se faire foudroyer. Bon, puis déjà là, s'il y a un orage, ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment un mouvement ascendant assez fort pour venir créer une séparation des charges entre la base du nuage et le sommet du nuage, et aussi le sol, là, par le fait même. Donc, le sol vient se polariser de façon contraire. Donc, bref, tout ça pour dire que lorsque la différence de potentiel est assez grande, c'est là où il y a une décharge. Puis d'ailleurs, comment se fait cette séparation des charges-là? Très rapidement, c'est entre, dans le fond, les cristaux de glace et les petites billes de glace, ce qu'on appelle, en anglais, des grouples, en tout cas, des petites billes de glace. On va venir finalement, dans le fond, ces deux, les flocons de neige et les cristaux de glace vont rentrer en collision, vont s'entrechoquer. Et ça va venir un peu faire la même chose que l'électricité statique quand on frotte un ballon sur notre tête. Donc, on vient séparer les charges. Puis quand la différence de potentiel est suffisamment grande, on prend un choc en touchant à quelque chose. C'est qu'on s'est polarisé, dans le fond, d'une certaine façon. Puis là, lorsque la différence de potentiel est assez grande, on a un choc. Donc, c'est la même chose, mais à grande échelle, on s'entend, dans l'atmosphère. Puis, l'air est un bon isolant, donc ça prend vraiment une grande différence de potentiel. Donc, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, jusqu'à temps que là, il y a vraiment la décharge. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, finalement, pour les éclairs. D'ailleurs, qu'est-ce que le tonnerre? Parce qu'on est sur le sujet. Dans le fond, c'est à l'endroit où il y a l'éclair, la température de l'air monte de façon fulgurante. Je ne me rappelle plus à quelle température, mais c'est très élevé. Et donc, tout ça, l'air vient se dilater rapidement. Tellement rapidement que ça crée une onde de choc.
puis c'est l'onde de choc qu'on entend finalement. Donc, c'est ça le tonnerre. Puis le tonnerre voyage, bon, bien sûr, à la vitesse du son, donc c'est environ 333 mètres par seconde. Donc, la règle du pouce de compter 3 secondes pour 1 kilomètre fonctionne. Donc, on voit un éclair, on n'a qu'à compter 1001, 1002, 1003. Ah, on entend le tonnerre. Ça veut dire que la décharge, l'éclair, était environ à 1 kilomètre de là où on se trouve. Donc, ça peut donner une idée. Ceci étant dit, les éclairs peuvent se former dans un rayon autour de l'orage. Donc, il ne faut pas penser que j'ai compté 12 secondes, l'éclair est à 4 km, c'est assez loin. C'est qu'en fait, il y a des décharges qui peuvent survenir n'importe où, là, en fait. C'est très aléatoire, tout ça. Donc, c'est pour ça que la règle du pouce qu'on a aussi, c'est de dire que lorsqu'on entend le tonnerre, c'est qu'on est suffisamment proche d'un orage pour se faire foudroyer, même s'il ne pleut pas là où on se trouve. Donc, parce que les éclairs peuvent survenir, en fait, dans le pourtour de l'orage. Donc, on peut se faire foudroyer. À ce moment-là, bon, c'est sûr qu'en randonnée, on est très exposé, on s'entend, mais ça serait de trouver des petits arbustes, pas se retrouver en dessous des plus grands arbres, en dessous des plus grands arbres du coin, pas se retrouver sur un lac non plus. On ne veut pas être le point le plus élevé des environs, mais en même temps, là, on est exposé, bien sûr. On ne veut juste pas servir de paratonnerre, donc on ne veut pas être l'endroit le plus élevé du coin. On laisse passer le tout. S'il y a une grotte, tant mieux, on s'entend. Là on s'abrite. Ou un petit chalet, peu importe. Des fois, on peut avoir accès à tout ça. On s'abrite dans la mesure du possible. Sinon, on vient trouver des petits arbustes. Puis, on se met en boule. Là, on laisse passer l'orage. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. Moi, je trouve ça vraiment, en tout cas, on apprend des affaires, là, c'est vraiment le fun. Puis des affaires qu'on pensait qu'on savait, puis qu'on fait comme, ah ouais, finalement, parce que justement, tu as répondu à une de mes questions qui était, est-ce que le truc pour la distance, la règle de pouce fonctionne? Bon, oui, elle fonctionne, mais moi, ce que j'aime beaucoup mieux là-dedans, c'est ce que tu disais que si on est assez proche pour entendre le tonnerre, tu es assez proche pour être dans la MRDE, donc tu ne veux pas être dans ce coin-là. Fait que souvent, la problématique, c'est que lorsqu'on est sur des montagnes, on est le point souvent le plus haut, puis de dire il faut que je redescende à la ligne des arbres, c'est pas toujours possible. Donc, moi, j'ai deux questions. Un, si on se retrouve sur le dessus d'une montagne, puis il y a du tonnerre, il y a tout ça, donc il y a des éclairs, puis que la ligne de la forêt est trop loin pour se rendre là rapidement, de façon sécuritaire, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger si on est sur un sommet dégagé? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, qui aurait dû être un peu avant, mais je voulais te laisser parler. Est-ce que, dans le fond, la couleur des nuages, c'est relié à quoi? J'ai une réponse dans ma tête, mais quand les nuages sont bien, bien noirs, on a tendance à penser là, que oui, ils sont vraiment remplis d'eau, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ils deviennent noirs. T'sais. Fait que ça, c'est mes deux questions. Un, on se protège comment en cas d'éclair si on est au-dessus d'une montagne dégagée? Puis deux, c'est pourquoi un peu d'où ça vient la coloration des nuages. C'est les deux questions. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas 56 000 façons, en fait, de se protéger d'un éclair. En fait, créer une cage de Faraday, donc avoir une voiture. Si on veut une voiture, c'est une cage de Faraday, donc de s'entourer de métal, mais il ne faut pas toucher au métal, on s'entend. Donc, mais on peut, si on n'a pas accès à une voiture, on ne peut pas vraiment avoir accès à une bulle de métal. Donc, ça, c'est la façon blindée, là, si on veut, là, de se protéger. Donc, oui, il y a une voiture définitivement, mais on ne touche pas aux pièces métalliques dans la voiture. Donc, carrément, une voiture, ça, c'est l'idéal pour se protéger. Sinon, il ne faut juste vraiment pas être le point le plus élevé du coin. Donc là, bon, tu sais, si on peut fabriquer une grande perche rapidement là, en métal, puis là, on la plante dans la terre, puis on
on reste pas trop proche, on s'entend, là, puis on s'en va mais tu sais, on peut pas fabriquer une perche de 10 mètres, là, puis il faut quand même s'éloigner là, d'une bonne dizaine de mètres aussi. Mais bref, ou sinon, c'est juste qu'en fait, faut pas être le point le plus élevé quand même. Donc, on reste le plus proche du sol, on se tient pas debout, finalement, déjà là. Ça va venir aider, là. Mais sinon, on est exposé. Un éclair, si ça nous frappe, en fait, il y a juste une cage de Faraday, en fait, qui vient nous protéger à ce moment-là. Mais bon, il faut quand même se rassurer. Les chances de se faire frapper par la foudre sont quand même minces. Ceci étant dit, on fait juste les augmenter si on est le point le plus élevé du coin. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être foudroyé non plus, là. Mais reste que c'est sûr qu'on veut mettre les chances de notre côté. On veut pas être foudroyé à tout prix. Parce que si ce n'est pas la mort instantanée, c'est des séquelles là, à vie. Puis, il y a quand même une douzaine de personnes par année, les statistiques le démontrent là, au Canada, qui se font foudroyer. Donc, c'est quand même une douzaine de personnes. Bon, on est quoi, 350 millions, mais quand même, on ne veut pas faire partie des statistiques. Donc, ça, c'est une chose. Votre deuxième question, oui, pour la couleur des nuages. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, en fait, notre vision, en fait, peut être altérée, si on veut, dépendamment de l'angle d'incidence du soleil. Donc, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, disons qu'il est midi, puis que là, le ciel s'assombrit vraiment très fortement, là. Ben, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a des nuages très épais qui sont en train de passer entre nous et le soleil. Donc, là, plus les nuages sont épais, je parlais de nuages à développement vertical, ben là, ça veut dire que les rayons du soleil ne peuvent pas traverser, ou en tout cas traversent en infime partie, finalement. Donc là, c'est pour ça que le ciel s'assombrit. Donc là, oui, assurément, des nuages noirs et tout, ça fait peur. Par contre, au coucher du soleil, ça peut être trompeur. Donc, au coucher, au lever du soleil, bon, c'est plutôt rare qu'on a des orages violents au lever du soleil, là, mais ça peut arriver. Mais c'est plus au coucher du soleil souvent, là. C'est plus probable, du moins, avec la chaleur, là, finalement, qui s'est bâtie tout au long de l'après-midi. Donc, c'est pour ça que le moment où on a des orages violents, la plupart du temps, c'est en après-midi jusqu'au coucher du soleil environ, là, dans ces eaux-là. Là, bon, c'est sûr que l'angle d'incidence, finalement, du soleil peut venir nous jouer des tours. Puis parfois, peut venir faire comme « Oh, ces nuages-là sont très noirs ou très sombres. » Mais c'est que ça peut être une illusion, finalement. Mais on s'entend, dans la plupart des cas, en tout cas, à tout le moins, si vous voyez un développement vertical, il faut, oui, prendre... On peut se fier à notre instinct, finalement, dans ce temps-là. C'est juste que dans certains cas, je me souviens, j'ai des cas en particulier où j'ai des amis, « Oh, des nuages noirs là-bas. » Puis je regardais, puis je comprenais, dans le fond, comment ces nuages-là étaient très peu éclairés, finalement, à cause de l'angle d'incidence du soleil. Donc, puis je regardais le radar et tout, puis je confirmais que non, il n'y avait pas de problème. C'est sûr que il faut regarder le radar, en fait. Ultimement, c'est comme, j'en viens là aussi, pour comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer. Bon, c'est sûr que ça aide d'avoir une compréhension comme moi je peux avoir, finalement, des processus derrière la formation de ces nuages-là. Mais le radar va venir aider énormément aussi dans ce temps-là. La texture, je vais revenir sur le radar, mais la texture des nuages aussi. Donc, des nuages qui sont plutôt lisses, c'est souvent, en fait, pas trop problématique. C'est plus quand c'est bourgeonnant, puis que là, il y a de la texture vraiment, que là, on aime moins ça. Ceci étant dit, lorsqu'il y a une tornade qui se forme, en fait, souvent, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que il peut y avoir des sosies de tornades, finalement. Donc, des fois, on peut penser que c'est une tornade ou quoi que ce soit qui se forme, c'est au loin et tout. Mais là, à ce moment-là, si la forme du cône n'est pas lisse, donc là, c'est l'inverse, là, par contre. Mais ça, c'est juste pour les tornades et non pour les nuages. Donc,
une tornade va être lisse, alors que si on a des précipitations qui s'évaporent, ce qu'on appelle du virga, des fois, ça peut donner une forme en apparence de cône, finalement. Ou des fois, ça peut être une illusion aussi, mais ça va être des nuages qui vont être qui ne seront pas uniformes, finalement. Donc, ça, ce n'est pas une tornade dans la majeure partie des cas, là. Mais par contre, une tornade là, va être d'apparence beaucoup plus lisse. Puis là, ça va être un cône assez distinct. Souvent, on va voir des débris aussi, là. Donc là, ça, c'est une tornade, il n'y a pas de doute. Mais encore là, une vache qui tourne. Au Québec. Ouais. Mais en fait, c'est que les vents tournent, puis là, on peut avoir finalement de la condensation jusqu'au sol, parce qu'en fait, on peut avoir une tornade qui touche le sol sans que la condensation, elle, se rende jusqu'au sol. Là, à ce moment-là, on va voir des débris, donc virevoltés. Mais bref, juste pour faire simple, au Québec, ce n'est pas Tornado Alley non plus, là. On a des tornades au Québec, ceci étant dit. Mais la plupart du temps, elles sont de faible intensité. Donc, la majeure partie de nos tornades, c'est des EF0, EF1. Ceci étant dit, des EF1, c'est quand même assez violent. Mais ce n'est pas des EF3, EF4, EF5, là, comme on peut voir en Oklahoma plus souvent ou dans le Tornado Alley aux États-Unis. Mais quand même, il faut s'abriter le plus rapidement possible. Et à ce compte-là, que les vents soient tourbillonnants, donc dans le cas d'une tornade, ou des vents rectilignes, dans le cas de micro-rafales, ben, c'est dangereux dans les deux cas, là. C'est juste que des vents rectilignes, ce qu'on appelle des micro-rafales, mais en fait, les vents sont dans une seule direction. Ça va venir coucher les arbres dans une seule direction. Alors que dans le cas d'une tornade, bien, les vents sont tourbillonnants, finalement. Mais dans les deux cas, c'est dangereux. Il faut s'abriter. En fait, il faut s'abriter, donc, multirisque. Donc, en cas d'orage, la foudre, comme je le disais tantôt, les vents violents, que ce soit rectilignes ou tourbillonnants, la grêle qui peut être très dangereuse aussi, recevoir des balles de golf ou voire même des balles de tennis par la tête qui tombent de 2 km d'altitude, c'est potentiellement fatal, là, rendu à des balles, des grosseurs d'un pamplemousse. Là. Bon, c'est plutôt rare qu'on voit ça au Québec, mais encore là, ça s'est déjà vu. De la grêle là, de 300-400 cm de diamètre, on ne veut pas recevoir ça par la tête et ça se voit à chaque année là, au Québec. D'ailleurs, on envoie des avertissements d'orage violent quand on a de la grêle qui dépasse 2 cm de diamètre, donc la grosseur d'une balle de golf. Donc, on envoie des avertissements d'orage violent. Puis aussi, dans le fond, pour des vents qui dépassent 90 km/h. La pluie torrentielle peut aussi être un problème là, jusqu'à un certain point. Quand on est en randonnée, on peut se faire surprendre là, justement par un cours d'eau qui réagit très rapidement, des ruisseaux. Donc, il faut quand même aussi prendre ça en considération. En fait, notre campement peut être inondé, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des facteurs à prendre aussi en considération. Ouais, Puis la formation de tornade, bien sûr, aussi. Là. Ben, ça, c'est une affaire justement que je n'avais pas pensé la première fois qu'on s'était parlé, mais pour les gens qui font de la longue randonnée comme moi ou tout ça, souvent, ou qui font de la randonnée dans des endroits qui ont tendance à être très secs, puis qui ont ce qu'on appelle des flash floods. Il faut réaliser que si tu regardes ta carte météo, que tu vois que les nuages sont pas beaux, puis que tu vois un mur qui s'en vient là, de pluie, ben, c'est sûr qu'être dans le fond d'une vallée où il y a un petit ruisseau ou quelque chose, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que cette pluie-là, qui est en train de tomber très loin, s'accumule sur les flancs de la montagne, descend dans la rivière, et là, ce cours d'eau-là se gorge de toute cette eau-là qui descend des parois. Puis ça aussi, ça s'en vient avec le mur d'eau, là. Fait que si tu es dans le milieu, dans le bas d'une vallée où il y a une petite rivière ou des petits ruisseaux, on a vu ça des fois à TV, c'est incroyable. Là, ça peut, maintenant tu te tournes puis tu vois un mur de débris mélangé d'eau puis de bouette qui s'en vient. Puis c'est vraiment très, très rapide. C'est quelque chose auquel il faut faire attention en tabarnouche aussi. Là. Oui, puis en cas de pluie torrentielle, on peut accumuler 50 mm en moins d'une heure. Là. Là, c'est selon, comme vous le disiez, bon, là, ça vient de l'hydrologie, là, selon les bassins versants. Donc,
où l'eau va se retrouver, mais c'est sûr, assurément qu'une rivière, par définition, c'est le point le plus bas. Donc on veut s'éloigner finalement des rivières, puis les petites rivières vont réagir fortement. Donc, ce n'est pas mon expertise, mais comme je le disais tout à l'heure, on est en communication avec les hydrologues du gouvernement du Québec et j'ai quand même quelques notions en hydrologie là, avec mes cours à l'université. Mais tout ça pour dire que oui, les petits cours d'eau peuvent être très réactifs, puis 50-100 mm de pluie à recevoir en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dépendamment de la topographie, justement, les bassins versants, ça peut venir faire gonfler là, et ça peut surprendre là, beaucoup plus qu'on pense. Donc, oui, on ne veut pas se retrouver dans ces moments-là à l'endroit le plus bas, dans le fond de la vallée, près de la rivière. Ça, c'est certain. Si on a notre campement là, disons, c'est le temps de se dépêcher à plier bagages, mettons. Puis, tu sais, comme là, c'est niveau signe, moi, souvent, tu sais, comme les trucs de grand-mère, là, je pense entre autres les feuilles qui virent de bord, des choses comme ça, c'est-tu des trucs fiables ou vraiment pas? Non, il n'y a aucun truc là, qu'on a pu entendre, là, tu sais, des vieux dictons. Le soleil se couche, les yeux rouges, il va faire beau demain. C'est sûr qu'il y a un certain fondement en quelque part, mais ça ne veut vraiment rien dire ultimement, dans le sens que les vents dominants étant d'ouest, dans ce cas-là, c'est que si le soleil se couche et qu'on voit un coucher de soleil là, avec des tons de rouge, c'est que dans le fond, c'est que c'est dégagé à l'ouest. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, mais ce n'est pas parce que c'est dégagé au moment d'aller se coucher que nécessairement demain matin, on n'aura pas un système qui pourrait s'en venir. Là, donc, ça veut rien dire ultimement. Il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Aussi, peut-être un petit mythe là, par rapport à les éclairs de chaleur. Dans le fond, ça n'existe pas. Dans le fond, c'est un orage qui est au loin, finalement. Puis l'orage est tellement loin que l'onde de choc là, générée par l'éclair, donc le tonnerre, en fait, le son voyage, puis est ensuite perdu dans l'espace. Puis, on est juste trop loin. Donc là, on s'imagine sur la Terre, on est ici, là, l'orage est ici, là, l'onde de choc, hop, le son voyage vers l'espace, donc passe au-dessus de notre tête. Donc, on ne reçoit pas l'onde sonore venant du tonnerre. Donc, bref, c'est juste un orage au loin. Donc, des éclairs de chaleur, ça n'existe pas. Aussi, peut-être un petit mythe rapide à déboulonner, c'est celui de penser que ça peut être froid et humide. Donc, ça, c'est totalement faux. Donc, par définition, quand c'est froid, c'est sec. Puis ça, je sais que plusieurs personnes pourraient en fait être convaincues du contraire. Puis l'explication physique derrière, je vais y aller simplement, c'est que par temps froid, l'air ne peut, par définition, presque pas contenir d'humidité. Puis ça, c'est parce que les molécules sont beaucoup plus proches les unes des autres. L'air froid, c'est dense. On peut comparer ça, si on veut, à un café froid. Donc, un café qui est froid, on ne peut pas dissoudre beaucoup de sucre dedans parce que les molécules sont très proches les unes des autres. Donc, on ne peut pas introduire des molécules de sucre autant que si le café était chaud. C'est la même chose pour de l'air. Donc, l'air chaud peut contenir beaucoup plus d'humidité. En fait, c'est exponentiel que l'air froid. Donc, c'est le même principe. Donc, on ne peut pas introduire des molécules d'eau vapeur, là, sous forme de vapeur, dans l'air froid autant qu'on peut en introduire par temps chaud. Donc, quand c'est froid, c'est par définition sec. Puis ça revient toucher un peu ce que j'expliquais tantôt. Quand il fait froid, disons, il fait moins 10 dehors, la pellicule d'air à la surface de notre peau que l'on réchauffe, elle est à 37 degrés. Donc, s'il fait moins 10, l'air est sec. Il ne peut presque pas contenir d'humidité. Donc, c'est pour ça que quand on chauffe nos maisons l'hiver, c'est très sec. Notre peau, elle craque. D'ailleurs, ma peau, je devrais mettre de la crème. On est en fin d'hiver. Mais bref, tout ça pour dire que quand on réchauffe l'air, que ce soit dans nos maisons ou l'air qui est à la surface de notre peau, là, on vient générer finalement de l'espace disponible pour contenir de la vapeur d'eau. Et beaucoup, là. Donc, à 37 degrés versus moins 10 degrés à l'extérieur, on a beaucoup de place pour venir insérer des molécules d'eau sous forme vapeur. Donc, bref, tout
toute vapeur d'eau, toute forme de sueur ou quoi que ce soit va s'évaporer instantanément. Donc, de l'eau on serait en contact avec de l'eau en hiver ou quoi que ce soit, cette eau-là va s'évaporer quand même assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se dévêtir rapidement si on tombe dans de l'eau glacée, même si ça semble contre-intuitif. Bref, c'est que cette eau-là à la surface de notre peau va venir nous voler notre chaleur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau en contact avec la surface de notre peau. Donc, on va se refroidir plus rapidement à ce moment-là. Donc, bref, tout ça pour dire que quand il fait froid, c'est par définition sec. Et peut-être que ce que les gens mélangent, c'est le sentiment de se sentir humide, en fait. Donc, si on a sué, disons, dans nos vêtements, puis là, on se sent humide, si on veut. Mais en fait, c'est pas la même chose, là. Donc là, on trempe dans de l'eau, là. Et là, justement, cette eau-là cherche à s'évaporer. Donc, elle nous vole notre chaleur. Donc, c'est plus cette sensation-là, en fait, que les gens mélangent finalement entre les deux. Mais non. D'ailleurs, en fait, un 15 degrés humide est beaucoup plus confortable qu'un 15 degrés sec. Parce qu'un 15 degrés humide, on va ressentir avec l'humidex 20-22. Donc, c'est beaucoup plus confortable s'il fait 15 degrés humide que s'il fait 15 degrés sec. Donc, c'est un mythe, en fait. Il faut déboulonner ça une fois pour toutes. Donc, c'est pour ça que l'humidité l'hiver, c'est mal. On dit toujours. Mais c'est ça, mais ça s'enlève c'est pas humide l'hiver. C'est ça. C'est pas humide, carrément. Ça l'enlève. Là, ça explique vraiment le principe de pourquoi on ne veut pas être humide l'hiver, parce qu'on va se refroidir beaucoup plus vite. Puis de croire que, comme tu dis, le mot mouillé. Je dirais le mot mouillé parce que humide, si on utilise humide pour humidité dans l'air, les gens mélangent. Donc, je pense qu'il ne faut pas être mouillé. En fait, c'est ça. l'hiver. Alors que si on veut se refroidir quand il fait chaud en été, là, on veut être mouillé. Là, donc, c'est pour ça qu'on sue beaucoup et tout. Parce que là, on cherche justement à se refroidir par l'évaporation. Mais oui, en hiver ou quoi que ce soit, on ne veut pas être mouillé, en fait. Il faut le dire comme ça. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est un des plus gros mythes qu'on détruit, c'est de dire « Ah, en Estrie, c'est plus frais l'hiver parce que c'est humide. » Non! Puis on en a parlé la dernière fois, puis cet hiver, je disais ça à plein de monde, puis t'es comme, mais non, c'est humide. Je suis comme, non, ça n'existe pas. D'ailleurs, souvent, ce que les gens vont répondre, c'est « Ah, ben moi, je viens de Val-d'Or ou je viens de Sept-Îles, puis quand il fait moins 35, c'est beaucoup plus soutenable, entre parenthèses, que quand il fait moins 25 dans la vallée du Saint-Laurent. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il fait moins 35 à Val-d'Or ou à Sept-Îles, il n'y a pas de vent la plupart du temps. S'il fait moins 35 au thermomètre, en fait, il ne vente pas à ce moment-là. Donc déjà là, il n'y a pas de vent. Alors, dans la vallée du Saint-Laurent, même s'il fait moins 25, il y a toujours un certain écoulement de canalisation, donc de la vallée du Saint-Laurent. Donc, il y a plus de vent dans la vallée du Saint-Laurent qu'il peut en avoir en forêt, que ce soit en montagne ou peut-être même à Sherbrooke, en fait. Donc, souvent, il va y avoir plus de vent dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est le refroidissement éolien, en fait. Donc, la clé, là, où est-ce que je veux en venir, dans le fond, c'est le vent. C'est que s'il fait moins 35, pas de vent, alors que s'il fait moins 25, mais avec le refroidissement éolien, il fait moins 35, c'est que dans notre tête, on se dit « Ah, il fait juste moins 25 ». Mais c'est pour ça d'utiliser finalement le facteur de refroidissement éolien pour comprendre que dans le fond, non, notre corps va se refroidir comme s'il faisait moins 35, mais pas de vent. Mais ce n'est pas une vraie température non plus, là. Donc, il faut comprendre là, que le thermomètre ne descendra jamais à moins 35. Donc, oui, en valeur absolue, il fait plus froid. La température de l'air est plus froide, mais la sensation de froid sur le corps humain, elle est la même. Si on continue, tu parlais tantôt justement là, du radar. Tu peux-tu nous donner quelques trucs rapides pour nous aider à bien lire là, une carte radar? Parce que personne demain matin va prendre des cours de météorologie, là, mais là, on entend souvent parler de la fameuse carte radar. On regardait ça sur notre téléphone, c'est ce qui donne la meilleure idée. Je sais qu'il y a une histoire de couleurs là-dedans, puis tout ça. Peux-tu nous faire des petits trucs 101 pour comment lire ça rapidement? Oui, certainement. Je vais juste expliquer quand même juste le principe au départ, puis après ça, je vais passer rapidement à qu'est-ce qu'on peut en déduire. Donc, le radar, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que c'est actif d'ailleurs, donc ce n'est pas passif comme un satellite. Le satellite, lui, est dans l'espace et reçoit de l'information, reçoit de la radiation.
puis ensuite, on va avoir des images. Le radar, c'est actif. Donc, on envoie un faisceau dans toutes les directions et ensuite, on écoute pour recevoir des échos. D'ailleurs, le radar a été inventé durant la Deuxième Guerre mondiale pour détecter l'ennemi. Donc, on voulait savoir où était l'ennemi et à quelle vitesse il se rapprochait de nous. Donc, et le nombre, finalement, aussi. Donc, est-ce qu'ils étaient nombreux et tout? Donc, par les airs, bien sûr. Donc, on voulait détecter les avions. Donc, par contre, quand il y avait des précipitations, c'était considéré comme du bruit. Ça venait brouiller, finalement, le signal. Puis, c'était considéré comme nuisible, finalement. Mais de là est né le radar météorologique. Puis, on en a trouvé une utilité parce que ça devient un avantage aussi. Si on peut comprendre où sont les précipitations et tout, bien là, ça devient un avantage stratégique également. Puis, on peut utiliser plusieurs longueurs d'onde pour passer à travers les précipitations ou justement être arrêté par les précipitations. Comme dans le cas justement du radar météorologique, plus les précipitations sont denses, plus le faisceau va être, dans le fond, comme on va frapper un mur, puis il y a plus d'énergie qui va revenir vers le radar à ce moment-là. Donc, le faisceau ne va pas pénétrer à travers le mur de précipitation, alors que s'il y a quelques échos, quelques précipitations, mais que ce n'est pas un mur de précipitation, une partie du faisceau va quand même pénétrer dans le volume de précipitation, puis moins d'énergie va revenir vers le radar. Donc là, ce qu'il faut comprendre quand vous regardez l'échelle de couleur, c'est à quel point le faisceau radar a frappé un mur ou non. Donc, si on a des couleurs chaudes vers le jaune, l'orange, le rouge, voire même le violet, dans le fond, le faisceau radar a frappé un mur de précipitation. Donc, beaucoup d'énergie est revenue vers le radar. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc, ça donne une idée, dans le fond, de l'intensité, ce qu'on appelle la réflectivité. Là. Mais bref, ça donne une idée de l'intensité des précipitations. Donc, plus les couleurs sont chaudes, plus les précipitations sont fortes, en principe. Je dis ça parce que s'il y a de la grêle, ça va venir fausser, dans le fond, les données vers trop de précipitations par rapport à la quantité réelle. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des échos de sol. Des fois, qui peuvent être, des fois, dans certaines situations, quand on a une inversion, en tout cas proche du sol, on peut avoir des échos de sol. Donc là, ça semble être aléatoire et tout. Donc, si ça semble bizarre un peu puis que ça ne se déplace pas de façon logique, il faut quand même remettre en question les échos qu'on est en train de regarder. Donc, c'est juste pour dire que ça prend quand même un esprit critique. Comme vous le disiez, ça prend un cours universitaire là aussi. Là. Donc, on n'a pas le temps de faire ça, puis c'est pas l'intérêt de tout le monde. Donc, bref, juste pour monsieur, madame, tout le monde, vous voyez des échos jaune, orange, rouge, on frappe un mur de précipitation. Donc, ça veut dire que c'est dense. Donc, attendez-vous à des précipitations qui sont fortes. Puis dans les couleurs qui sont plus de vert, bleu, vert, l'intensité est plus faible. Donc, il faut vraiment le comprendre de cette façon-là. Des échos rouges, ça ne veut pas dire que c'est un orage non plus, mais dans certains cas, oui. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un orage. Donc, il faut voir vraiment la carte de foudre. D'ailleurs, on a la foudre maintenant disponible à partir de notre site Internet et sur notre application, ça s'en vient prochainement, mais sur notre site Internet, c'est déjà le cas. Donc, vous pouvez voir où ont eu lieu les derniers impacts de foudre à partir de notre site Internet météo.gc.ca. Donc, à ce moment-là, vous avez une idée de où se retrouve la foudre là, dans notre région. Donc, ça, c'est déjà beaucoup d'informations. Et on peut superposer justement les écho-radars aussi en plus par-dessus. Donc là, vous pouvez comprendre où se retrouvent les précipitations les plus fortes. Donc, je vous dirais que juste ça, c'est déjà très bien. Puis, donc, de visualiser, dans le fond, où on se retrouve par rapport aux échos qui s'en viennent. Donc, on peut faire une translation finalement dans notre tête, à quel point on est exposé à ce qui s'en vient. Il y a aussi des logiciels qui simulent le comportement du radar, donc ce qu'on appelle le futur radar. Mais ça, ce n'est pas disponible avec nous, mais je sais que c'est disponible
sur quelques sites Internet. Là, on pourra en Donc, rediscuter. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même moyen de juste voir si on fait une animation. On peut juste simplement voir, ah, OK, oui, ça s'en vient vers nous ou pas. Donc, déjà là, on peut quand même prévenir là, quand même en grande partie. Là, au moins, ça vient aider beaucoup. Mais il y a quand même l'interprétation, comme je le disais. Je l'ai simplifié au plus simple là, en ce moment, mais le radar, ça peut devenir assez rapidement très complexe parce qu'il faut comprendre aussi que, dans le fond, le radar est à un point fixe. Donc, il faut comprendre où se trouve le radar, alors que quand on regarde les images radar, souvent, c'est un composite. Donc, c'est une composition de tous les radars. On en fait une seule image. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le radar, lui, va venir pointer, mais le faisceau du radar, lui, monte avec la distance du radar. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on est loin du radar, plus le volume qui est scanné, là, désolé l'anglicisme, mais plus est haut en altitude. Donc, si on est à 200 km du radar, les précipitations qu'on voit sont beaucoup plus hautes en altitude que si on est proche du radar. Alors que quand on regarde une image composite, on n'a pas cette impression-là de hauteur. Donc, c'est là où le météorologue, en moi, ferait comme, OK, j'aurais besoin de voir le radar particulier et de comprendre, OK, je suis à telle distance. Donc, OK, oui, ces échos-là sont beaucoup plus hautes en altitude que les échos qui sont proches. Mais là, je sais, là, ça peut devenir complexe très rapidement, mais c'est juste pour dire que c'est pas... Des fois, dans certaines situations, ce que je veux dire, c'est que des fois, vous pouvez voir, ah, pourtant, il y a des échos, mais il ne pleut pas. Bien, c'est que là, il y a des échos en altitude, mais ça ne veut pas dire que ces échos-là se rendent jusqu'au sol, que ces précipitations-là se rendent jusqu'au sol, dans ce qu'on appelle du virga. Donc, il y a quand même beaucoup d'interprétations. Ça vient avec l'usage, aussi avec l'intérêt. Donc, plus vous posez de questions, plus vous pouvez aller chercher des réponses. Mais ultimement, il y a beaucoup derrière le radar à comprendre. Mais si on s'en tient à ce que je mentionnais, là, les couleurs chaudes, ça veut dire des précipitations fortes. C'est déjà excellent. OK, ben génial. Fait que là, tout ça, tu sais, pour pouvoir lire un radar, bien se préparer pour la météo et tout ça, t'as-tu comme les meilleures applications, sites web et tout à nous recommander qu'on peut regarder? Bien sûr, je vais prêcher pour notre paroisse, notre application MétéoCan. Donc, c'est notre application officielle d'Environnement et Changement climatique Canada. Notre lien web, météo.gc.ca. Donc, avec ces deux outils-là, notre application MétéoCan et notre site web, vous avez accès, donc, dans le fond, aux prévisions locales, mais aussi aux radars, aux impacts de foudre prochainement pour notre application, mais sur notre site Internet, c'est déjà le cas. Les avertissements, les veilles, tout ce qui est en vigueur côté bulletin, donc toute information pertinente à savoir se retrouve là. On a aussi les commentaires du météorologue, donc ce qu'on appelle les Met Notes. Donc ça aussi, c'est disponible tant sur notre application que sur notre site Internet. Donc ça, c'est quand il y a des commentaires pertinents à mentionner selon une situation, il va y avoir donc une Met Note, donc un commentaire du météorologue. Donc, j'encourage tout le monde là, à nous consulter, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent pousser finalement davantage, le radar est disponible là, également, si je ne l'ai pas mentionné, mais sur notre site Internet et notre application MétéoCan. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et aussi avoir accès là, à des belles images satellites et tout, là, donc juste aller sur Google, marquer DuPage College, là, Collège DuPage, et satellite, donc un mot-clé, là, donc DuPage College satellite. Vous allez avoir accès, donc dans le fond, aux satellites, aux radars aussi américains et aussi, pour ceux qui sont en randonnée là, dans les Appalaches et tout, ça peut être utile. Et aussi, pour les modèles, en fait. Bon, les modèles, encore là, on apprend à les utiliser à l'université, on apprend à les utiliser aussi dans notre cours de 7 mois à Environnement Canada avant d'être un météorologue opérationnel. Donc, encore là, c'est avec l'usage, mais quand même, avoir une certaine connaissance de base là, de où aller chercher un peu d'informations avec les modèles, c'est
en fait, c'est la meilleure chose à faire, à mon avis. Bon, c'est sûr que je suis un peu biaisé. Je suis météorologue, mais quand même, aller chercher quand même quelques données à la source. Encore là, avec du Page College, mais là, avec le mot-clé modèle. Vous allez pouvoir, là, dans le fond, juste naviguer, vous promener là-dedans. Puis, il y a moyen de poser des questions aussi sur des forums ou à nous, en fait, les météorologues de sensibilisation à Environnement et Changement climatique Canada. Mais bref, donc, aller chercher un peu de connaissances à ce niveau-là, c'est certain. Donc, voilà, c'est les sites principaux là, que je conseillerais pour être éveillé. Il y a aussi Wonderground, en fait, que ça me fait penser, dans le fond, Weather Underground, donc Wonderground. C'est, dans le fond, ça va venir vous donner une idée de toutes les stations d'observation qu'il y a de répertoriées. Bon, la plupart là-dedans, ce n'est pas des stations officielles, des stations d'observation de surface. Mais ça peut venir donner une idée si vous voyez, disons, il y a un front froid qui passe, puis les vents changent de direction, la température vient de chuter de 10 degrés, disons, puis c'est une ligne, là, on le voit, là, disons, de l'Outaouais jusque dans le sud de l'Ontario. Puis en plus, on peut voir que là, c'est relié avec de la foudre. On regarde le radar, on voit une belle ligne d'orage. Bien, on peut mieux conceptuellement comprendre que, bon, OK, premièrement, on va devoir faire face à une ligne d'orage. Bon, violente ou pas, peu importe. Mais bref, il y a une ligne d'orage qui va passer. Et ensuite, la température va chuter de 10 degrés. Les vents vont changer de direction, vont tourner à l'ouest, nord-ouest, bref. Donc, Weather Underground, je conseille aussi. Ça vient juste donner, dans le fond, donner une idée de la température et la vitesse et direction des vents. Donc, il y a plusieurs paramètres là, qu'on peut venir jouer, mais c'est ultimement avoir accès à un réseau de stations d'observation de données de surface. Là. Donc, ça, c'est... Puis, c'est facile d'éliminer les données qui n'ont pas rapport. Là. Donc, des fois, des stations une station qui donnerait des données, là, disons, vraiment étranges par rapport à toutes les stations environnantes. Pourquoi je dis ça? C'est que ce n'est pas des stations officielles. Donc, la maintenance, c'est souvent monsieur, madame, tout le monde qui s'est acheté une station météo et qui veut faire partie finalement du réseau, donc partage ses données. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas le contrôle de qualité. Ceci étant dit, la loi du volume, à ce moment-là, vient nous aider. En fait, on peut discriminer facilement des données erronées à ce moment-là parce qu'on a tellement une densité d'informations que la seule donnée qui n'a pas rapport parmi une mer de données qui indique sensiblement la même chose, c'est facile à éliminer juste d'un coup d'œil. Donc, à ce moment-là, ça reste fiable, en fait. C'est ce que je veux dire. Malgré le fait que ce n'est pas des données qui sont contrôlées, reste que c'est facile d'éliminer les données erronées. Là. Donc, ça reste un outil là, qui est très fiable à utiliser également. Ouais, ben, ça fait beaucoup de sources d'informations hyper intéressantes. On va essayer, avec Jonathan, on met le plus de liens possible qu'on peut là, dans le podcast, là, autant dans la version audio que la version vidéo. Donc, tabarnouche, on aurait pu en parler encore longtemps de météo, mais je te c'est dur de ne pas rentrer en détail, de rester en surface, justement, parce que c'est hyper intéressant, mais je pense que ça va avoir aidé beaucoup les randonneurs à peut-être mieux se préparer, démystifier certaines choses. Fait que, on te remercie vraiment beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été là pour notre podcast. Donc, j'espère que tu as aimé ton expérience. Tu nous as donné vraiment de la belle information. Ben oui, certainement. En fait, moi, ça me fait plaisir de partager tout ça, partager ma passion aussi, là, par le fait même. Et aussi, bon, tu sais, si ça peut aider à, en fait, rendre votre randonnée plus confortable ou voire même sauver que ce soit une vie ou deux. En fait, chaque vie compte. En fait, c'est ça mon travail, en fait. C'est, dans le fond, de fournir des informations pour que vous soyez mieux préparés, finalement, à ce qui s'en vient. C'est l'essentiel de notre travail. C'est pas juste d'annoncer, bon, la pluie, le beau temps. C'est vraiment quand ça compte. Faut que les gens puissent se préparer à faire face aux éléments, finalement. Donc, voilà, c'est exactement, c'est exactement mon travail. Donc, l'objectif derrière, notre mandat, finalement, c'est de protéger puis de fournir des informations en temps opportun là, pour aider à la préparation là,
que ce soit des organismes de mesure d'urgence, comme je le mentionnais au début, mais aussi directement à la population. Puis aussi apprendre aux gens que froid et humide, ça n'existe pas. C'est nice to know. Ultimement, si on peut déboulonner aussi quelques mythes qui ont la couenne dure, il faut le dire, là, qui ont passé à travers des décennies, voire des générations, tout en restant intacts. Donc, si on peut déboulonner aussi quelques mythes, puis aussi intéresser aussi, je dirais, les gens à la météo. En fait, ça fait que ça peut venir faire intéresser certaines personnes à venir étudier dans le domaine. Ceci, justement, pour devenir météorologue, en fait, ça prend un bac en sciences atmosphériques, donc qui se fait à l'université. Puis pour avoir accès à ça, il faut faire des études au cégep en sciences de la nature. Donc, c'est le parcours. C'est pas super compliqué. On peut aussi, dans le fond, faire des études en mathématiques, puis après ça, faire ou en physique et avoir une spécialisation ensuite en météorologie. Mais disons que le parcours que j'ai suivi, c'était de faire des études en sciences de la nature, puis ensuite un bac en sciences atmosphériques que j'ai fait à l'Université McGill. Sinon, ça se donne aussi à l'UQAM, mais c'est les 2 seuls endroits au Québec où ça se donne. Donc, il n'y a pas 1000 endroits où on peut étudier les sciences atmosphériques au Québec. Donc, voilà le parcours, si ça peut en inspirer quelques-uns. Bon, donc, c'était Jason Rondeau avec Joe et Lavio. Et aujourd'hui, on recevait, dans le fond, Jean-Philippe Bégin. Je ne veux pas me tromper, on disait Environnement Canada, mais c'est Environnement et Changement climatique Canada. Oui, officiellement, mais ultimement, on peut juste dire Environnement Canada, c'est moins long. Puis, pour les besoins aussi, on peut juste dire météorologue, là. Pas obligé de dire sensibilisation, là, mais mon titre officiel, c'est météorologue de sensibilisation, mais ça peut être juste météorologue. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Puis encore une fois, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à mettre des commentaires, à suivre notre chaîne. Puis, merci d'être là. Partagez l'épisode avec tous les gens que ça pourrait aider aussi, parce que je trouve que c'est une mine d'or d'informations. Exact. Ça va me faire plaisir aussi, en fait, si jamais il y a un suivi, finalement, parce que des fois, des questions, on vient d'en répondre, mais des fois, ça en soulève d'autres. Donc, on peut faire un suivi également, là, ça va me faire plaisir. Donc, il pourrait y avoir une suite, finalement. Si les gens, vous avez des questions, mettez-les en commentaire, puis on va préparer ça. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au plaisir.